Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le 41e congrès de l'Association internationale des maires francophones a pris fin ce 22 juillet au Rwanda. Cette rencontre à Kigali a permis de mettre l'accent sur le rôle que jouent les maires dans les pays francophones et sur leur champ d'action dans la cohésion sociale. Belle performance à l'export pour la filière café en Ouganda. En juin 2021, les exportations de café ont atteint leur plus haut niveau mensuel depuis 30 ans, avec 58 millions de dollars de recettes totales. Et la quinzaine de la paix pour tous vient d'être lancée en République démocratique du Congo. Des rencontres initiées par le Conseil universel pour la paix des nations et des continents. Le but, cultiver la paix, les droits de l'homme et la démocratie. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, au moins 9 officiers de l'armée ont été arrêtés dans la province de l'Ituri et certains d'entre eux sont incarcérés depuis le 18 juillet. Ces arrestations font suite à un contrôle réalisé par l'inspection générale des FARDC à la commission d'achat. Ces officiers sont accusés de détournement de fonds destinés à la lutte contre les groupes armés dans la province de l'Ituri, placée en état de siège. Pour rappel, les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont placées en état de siège depuis le 6 mai 2021 sur décret du président Félix Tshisekedi. Le but de cette mesure d'exception, rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La capitale rwandaise, Kigali, a accueilli du 18 au 22 juillet 2021 le 41e congrès de l'Association internationale des maires francophones. Ces rencontres ont permis de mettre l'accent sur le rôle des maires face aux questions de parité dans les pays francophones, ainsi que sur l'urbanisme. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Fraternda Keisenga. Pour la première fois, la ville de Kigali a accueilli le congrès des maires des pays francophones pour sa 41e édition qui s'est tenue du 18 au 22 juillet. Placée sous les thèmes de la planification familiale et l'égalité homme-femme, cette réunion fut également une occasion de partager des expériences des municipalités sur la gestion des conséquences dues à la situation de crise sanitaire que vit le monde actuellement. Nous avons eu des échanges assez passionnants sur la planification familiale et l'égalité homme-femme, comme préalable à tout projet urbain et à l'inclusion sociale. Hier encore, d'intéressants panélistes nous ont partagé leur point de vue sur les relations souhaitées entre le maire et la société civile. Autant d'éléments qui, de retour dans nos municipalités, nous invitent à revoir des priorités et à réinventer nos méthodes de travail afin que le citoyen que nous sommes appelés à servir reçoive des services de qualité à la hauteur de ses attentes. Le congrès a été une occasion pour le Rwanda de partager son expérience de bonne gouvernance dans laquelle participe la société civile selon les autorités rwandaises. Au Rwanda, la société civile est perçue comme un partenaire stratégique de l'État. Elle contribue dans la réalisation de ses objectifs de développement et elle constitue un pilier important dans la bonne gouvernance du pays. Le pays des Mille Collines compte déjà 4 villes membres de l'Organisation internationale des maires francophones AIMF. Il est attendu que 4 autres districts soient admis au sein de cette institution durant ce congrès. Également dans l'actualité, le vice-président équato-guinéen Teodoro Nguema Obiang n'en a pas fini avec la justice. Après la France, c'est le Royaume-Uni qui le soupçonne d'enrichissement illicite. Le fils du président Teodoro Obiang Nguema Basogo est sous l'objet de sanctions édictées ce jeudi 22 juillet par le gouvernement britannique. Ces sanctions prévoient le gel de ses avoirs et des interdictions d'entrée au Royaume-Uni. Tout ceci dans le cadre d'un régime de sanctions anti-corruption qui a débuté en avril dernier et qui a permis au Royaume-Uni de sanctionner 22 individus de 6 pays différents.
L'Ouganda, premier exportateur africain de café, confirme sa position de leader. Ses exportations de café ont atteint en juin 2021 leur plus haut niveau mensuel depuis 30 ans, montant des recettes totales 58,6 millions de dollars. Un sujet de Mildred Diamou. En Ouganda, la filière café a réalisé une belle performance à l'expo en juin 2021. Les données publiées par l'autorité de développement du café révèlent que les expéditions de fèves se sont situées à plus de 620 000 sacs pour des recettes totales de 58,6 millions de dollars. Cette performance représente le plus haut niveau mensuel enregistré par la filière depuis 30 ans. La production de café a fortement augmenté en Ouganda. On est passé d'à peu près 500 000 sacs à plus de 620 000 sacs avec un chiffre d'affaires qui s'élève à près de 60 millions de dollars, estimé à 58,7 millions. Je pense que cette hausse est due au fait qu'il y ait une forte productivité et surtout que la demande de café a augmenté en cette période de Covid. La principale destination reste l'Europe qui compte pour 61% des exportations avec des pays phares comme l'Italie et l'Allemagne. Le continent africain pour sa part a compté pour 18% des importations mondiales de café ougandais. Pour le mois de juillet 2021, les perspectives sont favorables. Les autorités anticipent un nouveau record de 650 000 sacs. Je pense que les consommateurs ougandais se sont tournés vers des produits locaux, donc des produits comme le café, le cacao, des produits qui sont locaux et qui coûtent moins cher que des produits qu'on importe, d'où l'augmentation de la demande de café, une forte productivité et du coup les producteurs se sont adaptés et ont augmenté leur offre et donc le chiffre d'affaires a augmenté. Rappelons que l'Ouganda est le premier exportateur africain de café. Le pays est également le 4e fournisseur mondial du café Robusta et le 6e producteur mondial de la fève, derrière le Brésil, le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie et l'Éthiopie. Le Nigeria est touché par le variant Delta, aussi appelé variant indien. Ce virus mutant du coronavirus est plus contagieux, ce qui explique la forte augmentation du nombre de nouveaux cas de contamination à la Covid-19 enregistrés dans le pays ces dernières semaines. Les autorités misent sur l'accélération de la campagne de vaccination, un sujet de Zahra Mohamed Moutiou. Le Nigeria fait face depuis plusieurs semaines à une explosion des cas de Covid-19. Pour endiguer la progression du virus, les autorités comptent sur la vaccination. Et pour pouvoir poursuivre la campagne et vacciner le plus grand nombre, le pays attend l'acheminement de 8 millions de doses supplémentaires de vaccins d'ici la fin du mois d'août. Le pays a officiellement mis fin à la première phase de son plan stratégique de vaccination contre le Covid-19 et se prépare maintenant à entamer sa deuxième phase dans les prochaines semaines. Nous avons également reçu une information concernant la livraison de vaccins dans les semaines à venir. Une livraison très attendue car la situation sanitaire se dégrade. Sous la pression du variant Delta beaucoup plus contagieux, le gouvernement a lancé l'alerte. Une troisième vague est sur le point de déferler sur le pays. Avec la détection de la variante Delta du Covid-19, il est important que les Nigérians continuent d'observer les mesures barrières telles que le port de masque, la distanciation physique et l'hygiène des mains afin de freiner la transmission de la maladie. Les cas de Covid-19 sont en hausse au Nigeria avec 140 nouvelles contaminations recensées en moyenne chaque jour. Et ce, au moment où la vaccination stagne. Et sur le plan continental, à ce jour, à peine 16 millions d'Africains, soit moins de 2% de la population, sont entièrement vaccinés. Les droits de l'homme et de la démocratie sont au cœur de la quinzaine de la paix pour tous à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Un rendez-vous initié par le Conseil universel pour la paix des nations et des continents. Le but, former la population sur le vivre ensemble. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka, commentaire Paul-Marcel Mayagui. En République démocratique du Congo, une quinzaine de la paix a été lancée le mardi 20 juillet 2021 par le Conseil universel pour la paix des nations et continents. Durant 2 semaines, les participants venus de plusieurs régions de la République démocratique du Congo et de l'étranger seront formés sur les valeurs de paix, mais aussi de la démocratie et des droits humains.
Concernant notre campagne de sensibilisation sur les droits humains et la démocratie, nous avons mis en place les groupes de volontaires pour la paix, les droits humains et la démocratie pour renforcer l'état des droits en République démocratique du Congo pour son épanouissement. Dans un pays où la paix est beaucoup plus menacée dans sa partie est, la quinzaine pour la paix voudrait ainsi contribuer un tant soit peu à la culture de la paix avec comme objectif le vivre ensemble. Pour cette année, Serge Bahati, un jeune originaire de l'Est de la République démocratique du Congo, a été promu ambassadeur international de la jeunesse pour la paix dans les pays des Grands Lacs africains. Il devra faire un travail de terrain. Nous pensons que nous sommes tous au courant de l'instabilité que vit la région de l'Est de notre pays. Et donc nous comptons cibler les jeunes qui sont dans cette région pour les autonomiser afin qu'ils puissent trouver d'autres alternatives que d'être vulnérables aux groupes armés et pour qu'ils puissent aussi participer à la mise en place d'un cadre de paix. La quinzaine de la paix enregistre la participation de plusieurs invités nationaux et internationaux. Ce mercredi 21 juillet 2021, à la 3e journée de cette rencontre, Sa Majesté la Reine Sheba Amelia Sai, chef des fédérations des royaumes africains, a reçu le diplôme de servante de l'humanité pour son engagement en faveur de la paix. Lancée le 19 juillet 2021, cette quinzaine pour la paix va se clôturer le 1er août 2021. Coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo ce vendredi 23 juillet. Le défi à relever pour les délégations africaines, faire mieux que lors des Jeux Olympiques de Rio de 2016 où 45 médailles avaient été remportées, dont 10 en or. Le point sur ce qui nous attend avec José Douglas. Bien sûr, les organisateurs craignent le pire et ont renoncé à accueillir des spectateurs venant de l'étranger. Et les athlètes seront privés de public à cause de la recrudescence du coronavirus au Japon et notamment à Tokyo. Un durcissement très probable des restrictions pour le public pendant ces JO est à prévoir. Les invités officiels sont limités pour la cérémonie d'ouverture. Au regard de la situation actuelle du Covid-19, il sera nécessaire de réduire le risque infectieux en limitant les déplacements du public. Il a par conséquent été décidé de demander au public de s'abstenir. Cette année sera-t-elle aussi celle des athlètes africains qui, comme beaucoup, ont vu leur calendrier sportif 2020 bouleversé par la pandémie de Covid-19 et le report des Jeux olympiques et paralympiques. Plusieurs athlètes du continent sont attendus dans plusieurs disciplines, football, tennis, natation, basket, cyclisme, boxe, MMA, athlétisme, karaté ou encore le surf. Mais a-t-on la motivation pour ces Jeux, pas comme les autres? Avec cette pandémie, très difficile de pouvoir avoir ces Jeux Olympiques à Tokyo. Moi, j'étais contre ces Jeux Olympiques en sachant qu'effectivement, on n'était pas dans cette 4e vague. Je pense qu'on va avoir en fait des Jeux historiques. Sans avoir éventuellement avec la partie sanitaire, avec la partie des contrôles. À noter que les premiers pays africains à participer aux Jeux Olympiques sont l'Afrique du Sud, puis en 1912 l'Égypte, puis la Rhodésie. En 1928, ils ont été suivis par le Ghana et le Nigeria. Les Jeux de Montréal avaient été fortement marqués par le boycott des pays africains. En juillet 1976, plusieurs pays décident de boycotter les Jeux si la Nouvelle-Zélande entretient des relations sportives avec l'Afrique du Sud. Tous les pays africains, sauf 2, informent que leurs délégations ne prendront pas part aux Jeux Olympiques de Montréal. Ce geste visait donc à contester la présence aux Jeux des athlètes de la Nouvelle-Zélande. Face à l'intransigeance du CIO, 27 pays africains décident de ne pas prendre part aux Jeux à cause aussi de l'apartheid qui n'a été supprimé qu'en 1991. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.